La révolution du numérique, c'est bouleversement dans notre vie, positif et négatif. Antoine Compagnie en a fait un livre, Petit spleen numérique, joli titre qui rappelle évidemment Baudelaire, une compilation de ses chroniques sur Internet tenues sur le site du Huffington Post en 2012 et 2013 et publiée en octobre prochain aux éditions Équateur. Merci Antoine Compagnon d'être le grand témoin de ce 64 minutes. Vous êtes professeur au Collège de France, historien de la littérature française et également écrivain. D'abord, comment est née cette idée de chronique sur le numérique? Vous parlez dans votre livre d'examen numérique. Écoutez, lorsque le Huffington Post en français a commencé en 2012, ils m'ont proposé de tenir une chronique. C'était un moment où je me demandais quelle était l'incidence de la culture numérique sur mon existence. Ses aspects pratiques, mon métier aussi de chercheur, de professeur. Et j'ai décidé donc que cette chronique serait consacrée à l'exploration des effets du monde numérique sur ma vie. Et justement, il y a plein d'expériences que vous décrivez dans ce livre. Pourquoi ce titre, Petit spleen numérique, pourquoi cette référence à Baudelaire? Parce que, bon, en même temps, je suis un spécialiste de Baudelaire. J'ai publié récemment cet été avec Baudelaire. Que nous avons ici également, oui. Et en même temps, je faisais un cours sur Baudelaire au Collège de France. Donc il y avait une sorte de correspondance. Et puis, Baudelaire s'intéressait à la modernité de son temps. C'est cela. Il s'intéressait à la ville, il s'intéressait à la photographie, il s'intéressait à la presse. Tout ce qui était sa modernité. Avec il à la était fois... plutôt opposé, justement. Mais oui, pas complètement. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est ce que vous expliquez. Il était un observateur. Il n'y avait pas de meilleur observateur que lui. Et en même temps, il y avait une certaine distance, une certaine réticence. Et je pense que c'est ça qui faisait qu'il était le meilleur observateur. Donc c'est un petit peu cette position-là que j'ai voulu adopter. Bon, je suis passionné par le numérique. Je crois que c'est assez clair. Et en même temps, je voudrais n'être pas absorbé par ce numérique. Donc, il s'agit de trouver la bonne distance. Moi, je ne vous trouve pas complètement comme Baudelaire. Vous ne parlez pas de suicide comme le fait Baudelaire au moment où, justement, la presse au XIXe siècle commence ses grands tirages. Je vous trouve quand même, malgré tout, plutôt optimiste. Il y a des spleens, évidemment. Comment vous avez trouvé cette distance, justement, par rapport au numérique? Parce que moi, je vous trouve, justement, plutôt optimiste. Écoutez, je ne peux pas oublier que j'ai d'abord été ingénieur avant de me consacrer à la littérature. Et je pense que j'ai toujours eu un goût pour la technique, pour la science, pour les objets de la technologie. Et que dans le numérique, c'est vrai que j'ai une certaine curiosité dont je ne peux pas me défaire. Je ne suis pas, comme je le dis, je ne suis pas absolument, je ne suis pas complètement fashion victime, complètement victime de la mode numérique, mais en même temps, j'ai la curiosité pour tous les objets. J'ai envie de jouer avec eux. J'aime bien. Vous parlez de vos prothèses numériques. Voilà, j'aime bien les ordinateurs, j'aime bien les téléphones portables, j'aime bien toutes ces prothèses qui, en effet, étendent nos capacités. Je pense que le numérique m'a beaucoup enrichi. Et je sais en même temps que, c'est pour ça que j'évoque cette notion de spleen, je sais que chaque fois qu'il y a du progrès, eh bien en même temps il y a du regret et qu'on peut avoir une certaine nostalgie pour des objets que nous utilisons moins. Bon, j'aime bien les livres imprimés, je crois que c'est un objet technologique à peu près parfait dans les informations qu'il contient. Et puis, pourtant, je sais que je lis de plus en plus sur écran. Grâce aux tablettes, et notamment des livres vers lesquels vous ne seriez pas revenu. Vous parlez de Guerre et Paix, par exemple. Là, je reviens de vacances, je suis revenu hier, et j'ai en effet lu beaucoup sur ma tablette pendant des vacances, parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai lu Les Mystères de Paris, qui fait 1000 pages. Les lire sur tablette, c'est en effet tout à fait bien. Donc, je pense qu'on peut lire de beaux livres et de très grands livres sur tablette. Je me demandais à un moment si on lirait autant de gros romans. Oui, moi je lis autant de gros romans, de grosses œuvres sur tablette. Il n'y a pas véritablement de perte. Vous faites la comparaison notamment avec la révolution du livre de poche en France, qui a été très critiquée également. Oui, alors ça,
je m'étais intéressé il y a un certain nombre d'années dans un cours au Collège de France à l'année 1966. Et à cette époque-là, 65-66, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, il y avait de vastes campagnes contre ce qu'on appelait la culture de poche. Et mettre les grands auteurs voilà, dans de tout petits livres aux couleurs criardes, hein, c'est ça. Et c'était des livres jetables. Donc la plupart des intellectuels, il y avait très peu d'exceptions parmi les intellectuels pour défendre le livre de poche. Or, ma génération, elle a tout lu dans les livres de poche, elle a conservé ces livres de poche avec leur belle couverture assez criarde, en effet. Ça ne nous a pas empêché de découvrir des grands classiques. Et donc, je pense que il faut, avec la culture numérique, avoir la même attitude qu'à l'égard de cette culture du livre de poche, qui a été une véritable démocratisation de la littérature. Justement, pour vous, aujourd'hui, cette lecture sur tablette, sur ordinateur, même sur mobile, hein, comme vous l'évoquez dans votre livre, est-ce que ça tend vers cette démocratisation de la culture, des livres ? Alors ça, c'est très difficile à dire. Parce qu'il faut quand même avoir l'objet au départ, hein, qui coûte cher pour le moment. Il faut avoir l'objet, et pour les gens de ma génération, il est évident que c'est un apport considérable. Toute l'information que nous pouvons avoir sur nos téléphones ou sur nos tablettes. Mais parce que nous avons appris avec le livre, la lecture approfondie, la lecture lente et curieuse. La lecture demande du temps et elle demande une grande concentration, une grande attention. Or, dans le monde numérique, et c'est probablement l'un des risques ou l'un des dangers, on est constamment sollicité par beaucoup d'activités. On fait ce qu'on appelle du multitasking. Et en même temps, on lit un livre, on répond à son téléphone, on répond à son courrier électronique, etc. Et donc, c'est plus difficile, je dirais même pour moi, d'obtenir cette attention que l'on a avec le livre imprimé et qui est véritablement essentiel. Alors il y a aussi votre aveu de pente numérique, hein, c'est le titre d'un chapitre. Vous expliquez hein, que vous avez du mal à résister hein, aux abonnements numériques, aux journaux, hein, vous résistez. Et ce qui vous retient de le faire notamment, ce sont les mots croisés du Monde. Oui, mais écoutez, mais en même temps, vous avez envie hein, de vous abonner. C'est déjà une ancienne chronique parce qu'aujourd'hui, je ne lis pratiquement plus de journaux que sur tablette. Hein. J'ai un abonnement à différents journaux ou magazines sur tablette et j'ai plus de papier chez moi, de papier journal en vérité. Et les applications de mots croisés sont tout à fait satisfaisantes. Alors, vous dites aussi dans vos chroniques hein, qu'on n'assiste pas à un dévoiement de la littérature, c'est ce que vous dites en fond. Malgré tout, il y a cette remarque d'un de vos éditeurs qui vous dit « Oh là là, avec justement l'ordinateur, le traitement de texte, je reçois des récits farfelus, très, très importants, très gros. » Mais vous dites que c'était déjà le cas avant, quoi. Et que ça permet aussi de faire aussi un petit peu mieux aussi ce traitement de texte pour ceux qui veulent vraiment être précis et élagués. Le traitement de texte permet d'aller vers la brièveté, de ciseler l'écriture bien plus qu'on ne le faisait à la main ou à la machine. Et en même temps, le traitement de texte donne lieu à des textes un petit peu vagues, un petit peu vastes, un petit peu informes. Et je le ressens même chez moi, hein, cette tentation d'augmenter une sorte d'inflation qui est liée à la possibilité de toujours ajouter et au fond de perdre la structure du texte qui est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je dis, il ne faut certainement pas que les générations suivantes, ceux qui sont nés dans le numérique, perdent ce souci de la structuration de l'écriture, de la littérature, ce que c'était que de faire un plan, ce que c'était que d'argumenter. Vous parlez aussi, enfin vous parliez au début de cet entretien de la révolution qu'a été le numérique aussi dans l'enseignement pour vous. Comment ça s'est traduit ? Dans l'enseignement, je dirais que d'abord dans la recherche. Dans la recherche, c'est un apport considérable. Vous parlez de Gallica notamment. Oui, Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale. Et là, encore une fois, je suis revenu de vacances hier, j'ai lu en Toscane des livres sur Gallica. Donc, si vous voulez, on ne cesse pas de travailler parce qu'on peut toujours télécharger des livres, notamment sur le site de la Bibliothèque nationale. L'enseignement, c'est autre chose. Je suis pour le moment un petit peu plus sceptique sur l'apport
du numérique à l'enseignement. Pour quelle raison? Je parle de ces MOOCs, ces Oui, Massive MOOCs. Online Open Courses, qui, au fond, n'ont pas encore trouvé leur formule. Ce sont des cours mis en ligne pour les téléspectateurs. Ce sont des cours mis en ligne, des cours massifs. Il y a 2 ans, il y avait beaucoup d'espoir qui a été mis justement relatif à une démocratisation de l'enseignement supérieur, et en particulier dans des régions du monde où cet enseignement supérieur est peu accessible. Mais ce dont on s'est aperçu après quelques expériences, c'est que très peu de ceux qui s'inscrivent vont jusqu'au bout du cours, qu'il y a une déperdition qui est supérieure à 90% dans ces cours, et notamment que ces cours ne profitent qu'à ceux qui ont déjà des diplômes. Autrement dit, il faut déjà savoir apprendre tout seul pour véritablement profiter de cet enseignement numérique. Je crois que ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour la formation initiale. Et en particulier, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces cours se développent beaucoup à l'intention de la formation professionnelle, de la formation en entreprise, plus que pour la formation initiale. Et au fond, c'est un peu une déception. Mais nous en sommes à des expériences. Nous n'avons pas encore trouvé, je crois, pour l'enseignement, les bonnes formules afin d'exploiter le numérique. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous vous considérez comme un geek poétique qui enchantait d'une certaine manière, c'est ce qu'on retrouve dans votre livre, le monde du numérique? Écoutez, j'aime bien le numérique. Je crois que ça m'a donné dans ces quelques livres d'abord un format qui est ce format assez bref, qui est au fond celui de, je le dis, 4 minutes et demie, à la fois dans le livre sur Baudelaire ou dans le livre sur Montaigne avant, ou dans ces petits scripts numériques. Ouais. J'ai adopté le même format, et c'est au fond le format... oui, c'est le format du blog, c'est le format de la chronique courte. Enfin, il existait déjà dans les billets de la presse. C'est peut-être un peu plus accessible sur le numérique. Et puis on peut ajouter des liens, on peut s'amuser un peu. Mais la presse permettait déjà beaucoup d'innovation. Merci Antoine Compagnon d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Je rappelle donc que votre prochain livre, Petit Spleen numérique, sortira le 1er octobre prochain aux éditions Équateur. Et si vous avez également publié Un été avec Baudelaire aux mêmes éditions. Merci d'avoir été avec nous.